On va poursuivre maintenant avec le second sujet. Nous parlons du Congo et du Tchad, deux pays qui vont à des élections. Au niveau du Congo, ce sera Denis Sassou Nguesso qui tentera de briguer à nouveau la magistrature suprême, lui qui est au pouvoir depuis plus de 35 ans déjà. Côté Tchad, c'est le président Idriss Déby Itno qui est candidat à un 6e mandat consécutif. Jérôme Sossou, on est ici, en tout cas avec le Tchad, avec le Congo, autour de l'Afrique centrale, où quand même la longévité au pouvoir est devenue comme la norme dans cette partie de l'Afrique. Non, mais est-ce qu'il faut dire que c'est seulement en Afrique centrale qu'on constate ça? Je ne crois pas. Mais de toute façon, Sassou Nguesso et Idriss Déby, il y a encore un autre là. Paul Biya au Cameroun. Au Cameroun. Ouais, bon, c'est des vieux qui, en tout cas pour moi, je sais pas quel adjectif leur utiliser. Ce n'est pas pour les insulter, mais qui, en tout cas, n'ont plus rien à donner, à prouver à leur peuple, puisque depuis que Idriss Déby est là, il est encore candidat à sa propre succession pour un 6e mandat. Je ne sais pas encore ce que il a dans sa judiciaire pour prouver, pour montrer à son peuple. Vous voyez que la population tchadienne continue de souffrir. Il y a la faim qui tape tous les jours à la porte de ces populations. Il y a la guerre là-bas, il y a comment appelle-t-on? Il y a la souffrance, il y a la misère. Et c'est que je ne sais plus pourquoi est-ce qu'on veut toujours garder le pouvoir. Je ne sais pas si on a peur de quelque chose, si on lâche le pouvoir, que ça va les rattraper. Sincèrement, je ne sais pas. Mais vous vous rappelez 2018, je pense que le président Déby, pour parler du Tchad, s'exprimait dans les colonnes de Jeune Afrique et il disait la phrase suivante: parfois la longévité au pouvoir est une bonne chose. Bon, je ne sais pas. Est-ce que démocratiquement, la longévité au pouvoir pose un problème? Non, ça pose un problème, en tout cas pour moi, puisque le pouvoir use. Quand on dure au pouvoir, on fait du surplace, on n'est plus productif. On n'a plus d'initiative. On ne prend plus d'initiative qui peut permettre à ce que le peuple, enfin, ce qu'on a déjà commencé, s'améliore. Donc, je ne sais pas de toute façon ce que Idriss Déby pouvait encore prouver aujourd'hui à son peuple. C'est vrai quand il disait qu'il est l'épicentre comment appelle-t-on, du Sahel contre le djihadisme, etc. Mais pourtant, quand on voit, quand on suit les actualités aujourd'hui, les djihadistes sont toujours là, ils sont toujours présents et ils continuent de faire des gaffes. Bon, qu'est-ce que Idriss Déby, bon, par rapport à quoi il dit que la longévité au pouvoir est une bonne chose? Je ne sais pas ce qu'il voudrait mettre quand même dans cette phrase-là. Parce que, de toute façon, moi, je ne vois rien par rapport à sa longévité. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement véritablement. Au niveau, j'ai parlé tout à l'heure de la misère de la population, je parlais de la famine, je parlais de tous les problèmes là, en tout cas. Mais on peut vous dire que sous Déby, le Tchad connaît une paix, parce qu'il y a le terrorisme qui est là. Vous savez que le Tchad, c'est le côté militaire aussi, c'est le bras militaire. C'est vrai, c'est vrai qu'on dit que le Tchad a une armée aguerrie qui, en tout cas, pouvait quand même faire face aux djihadistes. Mais est-ce que Idriss Déby ne mourra plus jamais? Le jour où il mourra. On y réfléchira. Le jour où il va mourir. On va y penser ce jour-là. C'est des faux problèmes. En tout cas, pour moi, ce sont des arguments qui ne sont pas bons à tenir. Et donc, de toute façon, Idriss Déby mourra un jour. S'il meurt un jour, cela veut dire qu'il aura un autre remplaçant. Et donc, si c'est lui seul qui est capable de maîtriser les djihadistes, si c'est ça la réalité, le jour où il ne serait plus en vie, alors là, le Tchad ne va plus exister. Les djihadistes vont emporter le pays. Alors là, ce sont des arguments qui ne sont pas bien quand même à tenir. C'est la même chose qu'on est en train de voir au niveau de Sassou Nguesso. Et puis, bizarrement, il y a la jeunesse qui est venue
lui donner de l'argent en soutien pour sa candidature. Pour sa candidature. Comme si cette jeunesse-là, elle n'est pas capable de diriger un jour ce pays-là. Moi, c'est des choses qui me donnent à réfléchir. D'accord. Firmin Teko, pour ces deux pays, Tchad, Congo, le Congo vote le 21 mars prochain. Le Tchad, de son côté, vote le 11 avril prochain. Des présidents qui, 6e mandat quelque part, je pense 4e mandat pour l'autre, mais au total, il a déjà dirigé le Congo pendant 36 ans pour Denis Sassou Nguesso, 6e mandat pour Idriss Déby Itno. Quelle réflexion? La réflexion, c'est que Idriss Déby et Sassou Nguesso sont des bras puissants de la France dans la zone. Quand Idriss Déby dit que la longévité est une bonne chose, c'est ça, non? Oui, la longévité au pouvoir est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, quand cela permet de construire peut-être un système et cela permet d'assurer une certaine stabilité, une certaine paix. Et là, on parle de géopolitique et il se dit, il ne pense pas aux Tchadiens, mais il pense beaucoup plus à la zone. Et parlant de la zone, on fait appel à la France. Donc, du moment où la France se dit, j'ai besoin de stabilité, de paix dans la zone, M. Déby, restez au pouvoir. Donc, sur ce point-là, il est en train de jouer un rôle fondamental et louable pour la France. Donc, pour la longévité à ce niveau-là, c'est une bonne chose. Parce que, aussi, il peut se justifier par le fait que s'il quitte aujourd'hui, depuis Hissène Habré qui a quitté, s'il quitte aujourd'hui, ça va être un peu, la zone va être un peu déstabilisée. Donc avec les djihadistes, vous n'oubliez pas l'attaque de 2007 où il a fait appel à la France de Sarkozy à l'époque. Lui, cette intervention-là, Déby aurait quitté le pouvoir. Donc cette zone, c'est une zone militairement instable. Donc il faut peut-être un certain, je mets à sa place, il faut peut-être un certain Déby pour pouvoir sécuriser la zone. Moi, la longévité au pouvoir ne me gêne pas si cela respecte les normes démocratiques. Vous avez posé la question tout à l'heure. Si la Constitution permet à un chef d'État de se représenter autant de fois qu'il veut, donc ce sont les citoyens de ce pays qui ont voté la Constitution. Donc pour moi, ça n'a aucun problème. Bon, mais encore que cette longévité ou cette candidature soit opportune. Est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, à leur âge, est-ce qu'on a encore besoin de la tête du Tchad et du Congo? Vous imaginez Sassou Nguesso qui était parti entre-temps, qui est revenu grâce à Elf, qui l'a aidé à gagner les élections, et puis qui aujourd'hui qui fait déjà plus de 36 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a encore à donner? Près de 80 ans. Il va encore donner quoi? Et il va encore donner quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Est-ce qu'il peut être véritablement utile à ce pays? C'est la question qu'eux-mêmes, ils doivent se poser. Mais ils ont tellement pris goût du pouvoir qu'il leur est difficile de se mettre dans la peau d'un ancien président. Ils se disent, que deviendrais-je? Ou que serais-je devenu si j'abandonne aujourd'hui? Si je ne me repositionne plus pour une nouvelle candidature, que vais-je redevenir? Ça va être difficile. Alors, avec tous les honneurs possibles, avec tout le pouvoir que nous avons, avec tout le pouvoir que ma famille a ici et ailleurs, mais si j'abandonne, mais que vais-je devenir? Donc, c'est la question-là qui taraude régulièrement leur esprit. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Mais à plus de 70 ans déjà, je pense qu'il faut y réfléchir à comment transmettre le pouvoir ou remettre le pouvoir à une génération beaucoup plus jeune. Sinon, sur ce point-là... Denis Sassou Nguesso a 77 ans. Vous imaginez 77 ans, Idriss Déby, près de 70 ans. Attendez, je vais retrouver son âge. Oui, Idriss Déby, près de 70 ans. Qu'est-ce qu'il veut encore prouver? Mais bon, sur ce point, on peut leur reprocher un certain nombre de choses, mais la deuxième partie, c'est que ils sont là pour la France, pour servir l'intérêt de la France. Vous imaginez, Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir grâce à Elf. Or, à l'époque, on manquait d'argent pour payer les fonctionnaires. Le président sortant d'alors avait fait appel aux Américains qui lui avaient envoyé plus de 140 milliards de francs CFA pour pouvoir payer les fonctionnaires et organiser les élections. Mais après, quand Sassou Nguesso est arrivé, lui aussi, comme il n'avait pas d'argent dans la caisse, il a fait appel à Elf, et c'est Elf qui a soutenu sa candidature. Donc, il doit la prendre. Et vous n'oubliez pas aussi le référendum de 2015 ou 2016. Oui, le référendum pour pouvoir modifier, qui devait lui permettre de se repositionner
encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple n'était pas d'accord. Une partie du peuple n'était pas d'accord. Donc, il a fait appel à Hollande. Hollande, dans son discours, ambigu, a dit, bon, donc, si le peuple veut se choisir, avoir une nouvelle constitution, c'est une décision qui lui appartient. Juste à l'époque, en 2015-2017, il avait le soutien de la France, il est allé à l'élection, il a gagné. Aujourd'hui, Macron ne dit pratiquement rien. Il va encore aller, il va gagner. Il va gagner. Donc, sur ce point, donc, la première partie, on peut dire, oui, ils sont vieux, ils peuvent partir, mais la France, pour le moment, a toujours besoin d'eux, et c'est pour cela qu'ils sont là. Alors, Déby, il a 68 ans. Ouais. Déby a 68 ans. Alors, pour les deux, hein, que ce soit Idriss Déby Itno, que ce soit Denis Sassou Nguesso, est-ce que ce ne sont pas finalement les oppositions de ces pays qui sont un peu trop faibles pour concurrencer ces ordres? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si on se rappelle de ce qui s'était passé la dernière fois au Tchad, où on était parti, comment appelle-t-on, militariser la résidence d'un opposant, tuer même sa maman et son fils. Et donc, les oppositions, en tout cas en Afrique, ne sont pas si faibles, parce que peut-être elles n'ont pas les moyens conséquemment pour leur politique. Par rapport à ça, quand vous prenez le Tchad, par exemple, vous avez au regard d'abord de cette situation que vous décrivez et d'un certain nombre de conditions qui ne sont pas conditions d'organisation de l'élection. Plusieurs candidats se sont désistés, mais il y en a qui sont dans la course quand même. Oui, mais il faut pas les regarder. On sait comment ça se fait également. Il y a les oppositions fabriquées par le pouvoir eux-mêmes, c'est-à-dire le pouvoir à ses opposants. Le pouvoir connaît ses opposants qui pouvaient quand même l'accompagner pour ces élections. Et vous voyez, à chaque fois, quand on ne veut pas organiser les élections de façon équitable, de façon propre, à ce que chacun y aille librement et s'assurer qu'il va gagner ou il ne va pas gagner, et qu'on organise de façon opaque les élections, où on tripatouille, où on fraude, où on verrouille tout le système, où on met toutes les institutions à ses côtés. Qu'est-ce que vous voulez que l'opposition ou les oppositions fassent en réalité? Rien du tout. Et donc, moi, je le dis et je le répète, si on dit aujourd'hui que Idriss Déby est un pion sûr de la France, il ne faut pas perdre de vue que la France, lui, protège ses intérêts. Elle ne protège pas les intérêts d'Idriss Déby et non des Tchadiens. Et encore que on disait que si Idriss Déby partait, la zone ne serait pas stable, etc. C'est ce qu'on disait pour Blaise Compaoré. On disait que si Blaise Compaoré partait, il y aurait de l'instabilité, mais c'est ce qui arrive. C'est ce qui, non, mais même au temps de Blaise Compaoré, on connaissait des trucs comme ça. Pas à cette ampleur. C'est après 2014, 2015 que la situation s'est envenimée. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que ce sont les mêmes, comment peut-on, forces-là, qui appuient ces djihadistes-là. Il ne faut jamais perdre de vue de ça. Parce que des gens voulaient quand même démontrer que s'ils ne sont pas là, vous n'allez rien faire. Et l'Africain, c'est-à-dire les chefs d'État africains eux-mêmes, ils veulent quand même être sourds ou être dépendants de la France. Et donc, comme quoi si la France n'existe pas, l'Afrique ne va pas exister. Alors qu'en réalité, la France vient piller l'Afrique, en toute sincérité. Et donc, moi, je le dis, la France, tous les présidents français le disent d'ailleurs, la France n'a pas d'amis. La France protège juste ses intérêts. Et donc, je crois que si on dit aujourd'hui qu'ils disent Déby représente ci, représente ça pour la France et peut-être que pour sécuriser la zone du Sahel, c'est faux. C'est faux en réalité. La France protège ses intérêts et si la France ne protège pas ses intérêts, je crois que la France doit quand même penser réellement à la vie quotidienne des Tchadiens. À la vie quotidienne des Tchadiens. Est-ce que la France n'y pense pas? Justement, c'est ce que je dis. Oui, mais justement, c'est à la France d'y penser. Non, mais si on dit que Idriss Déby est là parce qu'il sert la France, par exemple, et si véritablement la France protège ses intérêts, la France devrait en réalité penser
Parce que même si, comment appelle-t-on, Idriss Déby doit faire une longue, doit rester au pouvoir pendant plusieurs années, même jusqu'à la fin de sa vie, il faudrait qu'on passe d'abord au quotidien des Tchadiens. C'est ça qui est le plus important. Si on ne passe pas au quotidien des Tchadiens, on serait confronté à tout moment par ces opérations djihadistes, etc. C'est en réalité ce qui se passe dans cette zone-là. Non, moi, je voudrais ajouter, votre question, elle est pertinente par rapport aux oppositions. Oui, bien sûr, on reproche un certain nombre de choses aux oppositions. Vous savez, lorsque... Parce que quand vous prenez, par exemple, côté congolais, vous avez plusieurs opposants, dont Guy Brice Parfait Kolila, tout ce beau monde qui est en lice et qui affiche de grandes ambitions. Moi, j'écoutais encore aujourd'hui l'interview de Guy Brice Parfait Kolila qui dit qu'il est certain de renverser Denis Sassou Nguesso. Lui-même, il sait qu'il est en train de blaguer. Il sait qu'il est en train de blaguer. Vous savez, pour les systèmes qui durent, il est difficile d'avoir une opposition sérieuse, crédible, pouvant constituer une alternative crédible. Parce que le système, autant il dure, autant il affine ses stratégies pour noyer les opposants, pour les détruire politiquement. Vous imaginez? Donc, quand le système est là, il fait déjà des années, plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, au pouvoir, il est difficile à une opposition quelconque de venir battre ce système-là. C'est ce qui arrive au Tchad avec Idriss Déby, c'est ce qui arrive au Cameroun avec Paul Biya, c'est ce qui arrive au Congo-Brazza avec Denis Sassou Nguesso. Parce que ces systèmes-là ont tellement duré au pouvoir qu'ils se sont tellement enracinés. Ils contrôlent tout, ils contrôlent les ressources du pays, ils contrôlent les opposants, ils contrôlent les affaires de ces opposants, leur entrée et sortie. Ils peuvent même envoyer te tuer à l'étranger. Ils ont des réseaux pas possibles. Parce qu'ils voient d'autres présidents, d'autres pays se succéder. Donc, ils ont des stratégies pas possibles. Il est difficile à ces oppositions-là de pouvoir tenir face à ces systèmes. Parce que, vous voyez, pourquoi je dis ça? Quand vous voyez un peu les pays où il y a alternance, c'est des pays où les systèmes n'ont pas trop duré. Quand vous voyez le Bénin, par exemple, depuis 1990, il y a assez d'alternance là-bas. Quand vous voyez Ouad est parti parce qu'il n'avait pas duré au pouvoir. Il a fait 12 ans au pouvoir, si on ne se trompe pas. Il avait juste fait 12 ans au pouvoir. Et c'est ce qui a donné la chance à Macky Sall de pouvoir gagner. Ouad, il voulait encore faire un autre mandat. Mais puisque Ouad n'avait pas réussi à construire un système fort, donc c'est pour cela que Macky Sall l'a dégommé. Quand on voit par exemple Nana Akufo-Addo, c'est pas lui qui a construit le système. Il y a un système qui est là avant lui. Donc, il est venu succéder à quelqu'un, il est venu remplacer quelqu'un. Donc, après ça, lui aussi va partir. L'opposition pourrait facilement le battre. Parce que il n'aura pas assez de temps pour pouvoir chercher des moyens s'enraciner. Et c'est pour cela qu'il sera difficile qu'il sera facile de l'être dégommé. Donc, pour conclure... Oui, mais en même temps, est-ce que dans ces pays, l'opposition adopte la meilleure stratégie? On n'a pas Enfin, quand on suit ces oppositions-là, que ce soit au Congo-Brazza, que ce soit au Tchad, on n'a pas l'impression qu'ils sont dans une véritable stratégie de conquête du pouvoir. Non, regardez par exemple le Togo, vous allez très loin. Regardez le Togo par exemple. Est-ce qu'on a une opposition aujourd'hui? J'ai pas voulu citer le Togo pour qu'on dise qu'on a oui, non, vous regardez par exemple, ici, le système a tellement duré au pouvoir. Et j'ai l'impression que quand le système dure aussi trop au pouvoir, ça, vous m'excusez, hein, ça a bêti les stratégies de l'opposition. Oui, ça a bêti les gens ont l'impression que les opposants n'arrivent plus à réfléchir. Ou ils sont essoufflés, ou ils ont tellement réfléchi jusqu'à atteindre l'irréflexion. Ils vont de bout en bout, ils commettent des gaffes. Là où on les attend pour réagir, ils ne réagissent pas. Là où on les attend pour agir, ils n'agissent pas. Ils sont là juste. Et c'est là où on leur reproche un certain nombre de choses. Ça vient aussi, la responsabilité aussi, c'est parce que le système a tellement duré, mais aussi c'est parce que, regardez, autant le système dure, le système se renouvelle, les gens ne le savent pas. Le système se renouvelle, renouvelle les stratégies, renouvelle ses ressources humaines, renouvelle ses compétences, renouvelle ses expertises. Mais les oppositions ne se renouvellent pas. Alors, ils ne se font pas peau neuve. Regardez par exemple, au Togo, quand vous voyez les opposants togolais, personne Agboibor, Maître Agboibor, il a fait depuis des années, plus de 30 ans dans l'opposition. Est-ce qu'il a eu assez de moyens pour renouveler, pour construire un véritable parti?
Je ne pense pas. Quand on voit Jésus-Christ Olympio, il a été le seul depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Il a plus de 80 ans. Est-ce qu'il a eu assez de moyens pour construire un véritable parti? Non. Le système le système se renouvelle, mais des moyens en place pour être beaucoup plus performant, pour être beaucoup plus présent dans la vie du pays, politiquement, économiquement. Mais les oppositions, ils n'ont pas de moyens. Ils vieillissent, ils n'ont pas de ressources humaines, ils n'ont pas de successeurs, ils n'ont pas d'argent. Leurs affaires s'amenuisent, ils deviennent pratiquement plus rien. Et c'est pour cela qu'on les bat facilement. Alors donc, si on doit en tout cas croire en cela, c'est que il est impossible pour les oppositions de ces deux pays de pouvoir renverser ces présidents. Non, mais si l'opposition s'organise, sauf que... C'est la question d'organisation que je posais oui, tout à l'heure. Je suis d'accord. Sauf que s'il n'y a pas la volonté de quitter le pouvoir, l'opposition ne pourra rien faire. Je permets de donner tout à l'heure l'exemple du Togo. Vous avez vu ce qu'on a fait jusqu'à ce que on arrive, enfin, la constitution, la dernière modification limite le mandat présidentiel. Oui. On ne sait pas si véritablement à la fin du deuxième mandat, je ne sais pas comment je vais le qualifier, puisque pour certains c'est le troisième mandat. Pour d'autres, c'est le premier mandat. Je ne sais pas comment le qualifier. Je ne sais pas si, à la fin de ce mandat, le troisième que M. Faure-Gnassingbe est en train de faire, si on va encore modifier la Constitution pour lui permettre de continuer, je ne sais pas. Et si ce genre de trucs arrivent chaque fois, l'opposition ne pourra rien. Même si elle arrive à s'organiser au mieux, elle ne pourra rien faire. Puisque il y a manque de volonté pour ces chefs d'État de quitter le pouvoir et ils veulent y mourir. Et donc, c'est à chaque fois, ils changent la Constitution, ils verrouillent tout, ils fraudent les élections, etc., etc. Et donc, l'opposition ne pourra rien faire. Parfois même, je me rappelle encore en 2010, où l'ANC disait qu'elle est en train de faire la compilation de ces résultats, quand elle était parti le ramasser et tout. Et vous voyez actuellement le cas de M. Agbeomi Kodio qui s'est proclamé vainqueur de la présidentielle du 22 février 2020. Même bien avant ça, tout ce qu'on a fait, tout le Bataclan militaire qu'on a positionné autour de sa maison pour quand même l'intimider, le décourager, etc. Qu'est-ce que l'opposition pourra faire? Rien du tout. Et donc, moi, ce que je dis, et qui est pour moi fondamental, c'est que c'est celui-là qui est au pouvoir qui va se dire, mais enfin, il faudrait que je quitte, puisque je ne suis plus productif. Mais ça se dit? Oui, mais malheureusement, malheureusement. Et puis, si ça ne se dit pas, quand même, des gens arrivent à quitter le pouvoir. Des gens arrivent à organiser, du moins, des élections beaucoup plus transparentes qui peuvent donner la chance égale à tous ceux qui participeront à ces élections-là. Je crois l'exemple du Bénin, encore par l'exemple du Ghana, même si la dernière élection était vraiment contestable par rapport à tout ce qui s'était passé. Mais de toute façon, ailleurs, vous allez voir que des gens ont la volonté quand même d'organiser des élections plus ou moins propres, transparentes, qui peuvent permettre à l'opposition d'y participer et d'avoir confiance, de dire oui, j'ai gagné avec toutes les preuves possibles. Mais malheureusement, si on n'a pas cette volonté de quitter le pouvoir, l'opposition va tout faire, mais n'y arrivera jamais. C'est le cas de ces présidents qui continuent de durer au pouvoir jusqu'à ce jour-là. Même le cas de M. Faure-Gnassingbe est patent. Parce que, avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on avait, c'est vrai que des gens disent que lui, il était héritier de la modification de la Constitution de 2002, lorsque l'opposition a boycotté. Il y a aussi ce problème-là. L'opposition boycotte les élections pour laisser, surtout les législatives, pour laisser le libre cours au parti au pouvoir de modifier. Les législatives de 2018 que l'opposition a boycotté a permis à l'Assemblée nationale, majoritairement parti au pouvoir, de modifier la Constitution et de donner toutes les garanties possibles
tout le boulevard à M. Faure Gnassingbé. Mais de toute façon, je crois que si celui-là qui est au pouvoir n'a pas ce grain de volonté de quitter le pouvoir, quoi que puisse faire l'opposition, elle ne gagnera rien, elle n'aura rien du tout. Donc, en tout cas, Congo-Brazza, Tchad, il ne faut pas attendre de miracle. Non, il ne faut Non, pas du du tout. tout, du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que tout d'abord, l'opposition n'existe pas. Parce que quelqu'un a dirigé le pays pendant plus de 36 ans. Quel opposant pourrait venir lui succéder et assurer peut-être une certaine stabilité Mais il y a quand même eu des présidents qui ont duré au pouvoir, qui ont été renversés. Je pense à Yaya Jammeh de la Gambie, par exemple. Non, mais c'était autre chose. Le cas de Yaya Jammeh, là, ce n'est pas même à comparer, puisque Yaya Jammeh s'est fait piéger. Il s'est fait piéger. Yaya Jammeh, il est tombé dans un piège. son propre piège. Et il s'en est aperçu trop tard. Il veut revenir, mais il n'a pas pu. Mais vous savez, non, il ne faut pas attendre de miracle là-bas au Cameroun, au Congo-Brazza, au Tchad, il ne faut pas attendre le miracle. Donc, les opposants eux-mêmes savent que ce n'est pas encore leur moment. Ce n'est pas encore leur moment. Vous savez, ce qui m'étonne un peu, c'est Ouattara et Alpha Condé qui m'impressionnent. Ils m'impressionnent parce que je pense que dans ce 21e siècle-là, il est difficile de venir au pouvoir et de faire 2 mandats et de modifier facilement la Constitution. Parce qu'avant, peut-être dans les années 60, 70, 80 et 90, oui, c'était un autre vent qui soufflait. On pouvait venir et durer au pouvoir. Maintenant, au début de ce 21e siècle-là, moi je pense il est tellement difficile de venir construire un système, imposer un système, durer au pouvoir. Alpha Condé est arrivé au pouvoir en 2010. Oui, 2010. Il est arrivé au pouvoir en 2010 et en deux mandats, il a détruit son opposition. C'est formidable. Sur ce point-là, c'est formidable. Non, je me demande. Moi, je ne crois pas que c'est. Non, c'est-à-dire, c'est impressionnant. Vous imaginez. Et Ouattara aussi, Ouattara qui arrive au pouvoir grâce à la France, et en 2 temps, 3 mouvements, il détruit complètement son opposition, il enferme les anciens chefs d'État, les anciens chefs d'État ministres, et il rend au silence ceux-là qui peuvent facilement le contester, il enferme les anciens premiers ministres. Donc, je me demande par quel miracle il est parvenu à le faire. Parce que c'est un vent, avec ce vent qui est en train de souffler, il est difficile de durer au pouvoir. Dans les années 60, 70, 80, 90, c'était beaucoup plus possible que maintenant, surtout dans ce 21e siècle-là. Donc, les Ouattara et Alpha Condé sont en train de reprendre exactement ce que faisaient peut-être les Gnassingbé Yadema, les Houphouët-Boigny, les Mobutu. C'est grave pour cette génération, mais c'est grave pour eux parce que cette nouvelle génération-là ne va pas se laisser faire. S'ils ne font pas attention, cette nouvelle génération ne va pas se laisser faire. Aujourd'hui, ils sont en train de jouir d'une certaine légalité au nom de la Constitution. Faire ceci, au nom de la Constitution, on peut encore se repositionner. Mais cette nouvelle génération ne va plus leur laisser la tâche facile. D'accord. Firmin, il faut se dire que lorsque ces chefs d'État mettent en contribution l'armée et les institutions de la République qui ne sont pas du tout indépendantes, que voulez-vous? Oui, comment en 10 ans, ils ont réussi à maîtriser ces institutions? C'est simple. Alors qu'en fait, c'était plus possible. Ce n'est pas miraculeux. Par exemple, au Ghana, Jonathan Miss, il n'a pas pu, par exemple, John Kufuor, il a fait juste 2 mandats et puis il est parti. Il est parti. Maintenant, qui lui a succédé? C'était Jonathan Miss, n'est-ce pas? Oui, Jonathan Miss qui l'a succédé. Il est mort par la suite, il a décidé. Après, celui qui est. John Dramani est venu, il a fait juste 4 ans, un mandat, il est parti. Il faut se dire que ces institutions-là sont fortes. Donc vous donnez raison peut-être à Barack Obama qu'il faut construire des institutions fortes et non des hommes forts. Marquons ici aujourd'hui la grande pause, si vous permettez. On va aller à la grande pause et on revient après le journal.